longtemps, en France, mettre des chansons en images se résumait au Scopitone des années 60, ses mises en scène très yéyé, Oui, mais moi, je vais seul. ou au playback d'émissions de variété des années 70 et 80. Mais le lancement de la chaîne MTV aux États-Unis en 81 fait décoller la folie du vidéoclip et ringardise bien vite tout ça. En France, des maisons de disques, des artistes et des journalistes spécialisés montrent un intérêt certain à ces objets à mi-chemin entre l'œuvre culturelle et la pure promo. De quoi révéler quelques réalisateurs, parfois issus de la photo de mode, qui arrivent à imposer une certaine vision de cet art nouveau et qui réussissent à introduire une patte française dans le clip mondial, au point même de séduire outre-Atlantique. Bienvenue dans le Clip Français, la web-série de Télérama qui vous refait les histoires du vidéoclip Made in France. Avril 83. Comme tous les samedis, Michel Drucker anime Champs-Élysées. Et ce soir-là, entre deux artistes en promo, l'animateur présente un document qui détonne pour le moins avec le reste de l'émission. On a visionné cette cassette qui vient des États-Unis, on a essayé de vous la présenter car c'est le mariage idéal entre la musique moderne et le cinéma. Vous allez voir ce que les Américains font lorsqu'ils veulent faire ce qu'il est convenu d'appeler en vidéo une cassette de promotion. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le réalisateur américain a fait de cette chanson. Regardez, ça va peut-être vous rappeler West Side Story, c'est bien fait, c'est un scénario qui dure 4 minutes 15. Ce que ne semble pas voir Michel Drucker avec cette cassette promotionnelle de Michael Jackson, c'est que ce curieux objet est déjà chez lui en France. Car sur la même chaîne que Champs-Élysées, il plane comme un parfum de romance entre le vidéoclip et la musique française. Bonjour Jackie. Ça va? Oui. On t'appelle pas Monsieur Cargo? Et toi, on t'appelle pas Monsieur Pastis 40... Non, Platine 45. Ouais. Tu veux dire Pastis comment? 45 Ah, non Pastis 45. Ouais, Si, aussi. Des clips, on en montre notamment chez Platine 45, présenté par Jackie, futur compagnon du Club Dorothée, et journaliste musical dans les années 80. Les premiers clips les premiers clips d'artistes, de chanteurs et de chanteuses de groupe viennent des États-Unis. Après, la France a suivi le mouvement. Les maisons de disques françaises ont vu que ça marchait aux États-Unis et que grâce à ça, les disques se vendaient mieux. Les PDG de maisons de disques en France ont dit OK, on va faire des clips pour les artistes. On sentait le mouvement venir, on sentait bien que début 80, la France pouvait faire des clips vidéo. Co-présenté par Antoine Decaune sur Antenne 2, Les Enfants du Rock faisaient aussi la part belle aux œuvres clippées. Ça ouvrait la piste et le terrain de jeu à des gens dont on n'aurait jamais entendu parler autrement. Ça stimulait une créativité artistique, visuelle, ça associait l'image à la musique. Enfin bon, il y a un nouveau discours qui s'est mis en place grâce au clip. Voilà, c'est la grâce qu'on peut lui rendre. Et puis surtout, il y a les réseaux de diffusion. Il y a MTV et puis tout le monde en prend. Tout le monde en veut. Je me souviens même de l'exclusivité du Michael Jackson, de Thriller, qui va aux 20h de TF1. En France, en avril 84, c'est ce clip qui change tout. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Cargo, chanté par le tout jeune Axel Bauer, est une chanson typique des années 80, percutante et entêtante. Le single, sorti fin 83, s'est déjà vendu à plus de 800 000 exemplaires. Diffusé quelques mois plus tard, son vidéoclip n'a pas été tourné dans le but de promouvoir la chanson, comme l'explique Axel Bauer près de 40 ans plus tard. Le clip n'était pas envisagé comme un attribut publicitaire qui aurait augmenté les ventes de tel ou tel single, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il est devenu incontournable. Il est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'artistique avant tout. Ces 4 minutes et 41 secondes, entre couleur et noir et blanc, entre rêve et réalité, sont réalisées par Jean-Baptiste Mondino. Elles font basculer le clip français dans une autre dimension. La vidéo propulse sur une orbite internationale la carrière de son réalisateur. Elle introduit durablement la mode du clip dans le paysage audiovisuel hexagonal. Elle installe la France directement sur l'échiquier de la production clipesque mondiale. Rien que ça. Ces images offrent un croisement de visions. D'abord, il y a le texte, écrit par Axel Bauer et Michel Elie, déjà très graphique. 35 jours sans voir la terre, pull rayé,
mal rasé. On vient de débarquer. 35 jours de galère et que de nuit pour se vider, tout ça, bière chaude et narguilé, la sueur brûle comme l'acide, mais cette machine dans ma tête. Vous avez, tout le clip, il est là en fait. Ensuite, il y a l'œil derrière la caméra, celui du photographe Jean-Baptiste Mondino, encore novice dans la réalisation de clips. Le guide, c'est le son d'un clip. C'est pour ça que ça rejoint assez la publicité sur une certaine forme. C'est le son et ce titre est très puissant, donc je me devais d'avoir des images très puissantes. Au début, je n'étais pas sûr que c'était lui qui devait faire le clip, parce que quand même, Mondino avait été connu, mais il avait fait peu de choses dans les clips, et il était surtout connu pour avoir fait un petit clip qui s'appelait La danse des mots, qui était sympa, mais c'était très très Jean-Paul Goude là pour le coup, et moi c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors j'ai un peu posé des conditions. Bauer apporte ses influences. Rumblefish de Coppola, Querelle de Fassbinder, La Métropolis, Pepe le Moco. Et Mondino embarque les siennes. Un mélange de Jean-Paul Gaultier, Jean Genet, Fassbinder, la beauté de l'homme, littéralement. Dans cette discussion croisée entre le clipper et le clippé naît l'esthétique de Cargo, qui va à la fois marquer son temps et permettre à Mondino de trouver sa signature. J'ai donc demandé à Jean-Baptiste de faire un clip qui sera en noir et blanc, où l'objet du rêve du marin serait en couleur. Il faut croire que ça lui a bien réussi de faire du noir et blanc, parce qu'il en a fait beaucoup après, et que d'aucuns disent que ça a été un peu son démarrage quand même. Il faut reconnaître à Mondino de savoir extrêmement bien filmer les corps et d'avoir cette relation au corps et à la sensualité qui était, à mon avis, son vrai talent. Je me souviens d'un choc esthétique, en disant « Waouh !» Là, on rentre dans une autre catégorie, quoi. Pour Axel Bauer et Jean-Baptiste Mondino, c'est la consécration. Cargo devient le premier clip d'un artiste français à être diffusé sur MTV aux États-Unis. Je suis parti à New York et là, j'ai allumé une télé et j'ai vu le clip de Cargo sur MTV. J'ai trouvé ça bizarre, en fait. C'était à l'américaine, quoi. C'était vraiment... Ils ont été bluffés, même. Bluffés par le talent. Ils n'avaient pas la même chose aux États-Unis. C'était complètement original à l'époque. C'était magique, son noir et blanc. La machine Mondino est lancée. En France, il enchaîne les clips marquants. Téléphone, Rita Mitsuko, Alain Bachung ou Vanessa Paradis. Des artistes récurrents derrière son objectif et avec qui il construit son style et leur personnage. Ce qu'a fait Jean-Baptiste à mon image à l'époque a fait beaucoup. On a fait ce clip tandem, encore lui, en noir et blanc, qui était un clip assez sexy, sensuel et tout. Et entre les chansons et l'image, c'est ça qui m'a permis de pouvoir être la femme que j'avais envie d'être. Aux États-Unis, le passage de Cargo sur MTV lui ouvre grand les portes des artistes et producteurs anglo-saxons. En 85, un an à peine après Cargo, il est directement validé par la profession puisqu'il remporte plusieurs MTV Awards pour ce clip de Don Henley. La patte Mondino devient synonyme de savoir-faire français, à moins que ce ne soit l'inverse. Celui qui vraiment conjugue tout, arrive à créer ces petits films qui sont immédiatement universels, y compris avec de la musique française. Hein. Il arrive à sortir du strict exercice promo et du cadre et du format que l'esthétique MTV fait naître à cette époque-là pour inventer autre chose, quoi. S'il y a un regard croisé, il y a en tous les cas, évidemment, on ne fait pas un clip sans l'accord de celui qui est à l'image, il faut qu'il s'y retrouve. Mais je pense qu'il y a un apport considérable, quand on parle d'un Mondino, créativement, à ce que la musique est déjà. Quand Madonna et Mondino se parlent, ils se nourrissent évidemment tous les deux l'un l'autre. C'est pas juste un exécutant, quoi. Tandis que Mondino trace sa route de l'autre côté de l'Atlantique, le clip, lui, est désormais comme à la maison en France. Il devient l'instrument de promotion numéro 1 des artistes, dont certains en font leur joujou.
Ça fait presque partie du disque maintenant. Pour moi, c'est essentiel d'avoir ce clip. C'est enrichir, je crois, un personnage déjà, et puis une chanson. Mondino, il a placé la barre très haut. L'apport visuel est capital, puisque maintenant il y a ce marché du clip qui s'est mis en place, et que le bon clip, c'est celui qui va sortir du lot. Donc qui va être plus créatif, qui va être plus bizarre. Tout ce qui va faire que ça va attirer et retenir votre attention. Je suis libertine, je suis une catin. Ceux qui sortent du lot se nomment Luc Besson, Laurent Boutonnat, indissociable de Mylène Farmer, dont les clips ressemblent à des courts-métrages, ou encore Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, ensemble ou non, et dont les bidouillages de clips annoncent l'imaginaire qu'ils vont exploiter dans leur cinéma. L'effet cargo par Bauer et Mondino, c'est l'arrivée de l'art à la française dans le clip. L'école française qui compte désormais sur l'échiquier mondial. Cargo, ça a contribué à cette espèce de patte française, comme vous dites, mais il y a d'autres clips qui ont été... Après, il y a eu une avalanche de clips qui était quand même bien, quoi. Je ne sais pas si on peut parler d'école, en tous les cas un courant. Il y a des artistes inspirés qui se sont emparés du clip comme d'un outil pour montrer ce qu'ils avaient envie de faire et ce que ça pouvait leur inspirer. Oui, les Américains aiment beaucoup les explosions et les voitures qui se jettent du haut des ponts. Nous, on est quand même un peu plus fins et puis on a une tradition française, je crois, de grands photographes, de grands scénaristes. Il y a une identité française des clippers qui vient certainement avec notre côté littéraire, nos références qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Ouais. À l'image de la France, patrie du cinéma, l'Hexagone se fait une place au soleil dans la catégorie vidéoclip. Mondino n'est que le premier artiste français à franchir la Manche et l'Atlantique. À partir des années 90, ils seront plus nombreux à suivre sa voie, même si Mondino reste une figure tutélaire pour celles et ceux qui vont marquer de leur empreinte l'industrie du clip mondial. Mais on vous raconte ça dans le prochain épisode. Mondino, bien sûr. Le jour où je l'ai rencontré, j'avais les genoux qui fléchissaient. J'étais tellement impressionné. C'est un petit peu notre papa à tous les réalisateurs français. Une étrange danse répétitive. Un décor qui bouge. Une narration à mi-chemin entre photo et vidéo. Une main qui grossit. Une scène qui se répète à l'infini. Depuis 30 ans, Michel Gondry met son œil et sa créativité au service de Daft Punk, Björk, White Stripes, Sinéad O'Connor, Chemical Brothers, I.Am, Oui Oui, Laurent Voulzy, Stardust, Lenny Kravitz, Beck, Radiohead, The Vines, Néné Cherry, Rolling Stones, Paul McCartney, Kanye West, Kylie Minogue, Metronomy, M et même Serge Gainsbourg. Un superbe tableau de chasse du clip mondial pour le plus américain des réalisateurs français. Pour celui qui a continué de placer la France au sommet de la scène clipesque mondiale grâce à son style débordant. Un style qui lui a permis de faire tomber les limites ténues entre la musique, la publicité et le cinéma, passant aisément de réclames marquantes à des films cultes comme Eternal Sunshine ou La Science des rêves, il n'a pourtant jamais perdu de vue le vidéoclip musical. Mais d'ailleurs, c'est quoi le style Gondry ? Et de quelle manière ce style passe-t-il aussi bien du clip à la pub et du clip au cinéma ? Bienvenue dans le Clip Français, la web-série de Télérama qui vous refait les histoires du vidéoclip Made in France. Michel Gondry n'est pas du genre à crier cocorico. Il y a des réalisateurs qui ont la Golden Touch. Moi, j'ai la Merde Touch. Je porte malheur. Par malheur, Michel Gondry veut dire que ce n'est en fait pas lui qui a signé les clips des tubes de Björk, malgré 8 collaborations, ou des White Stripes, malgré 5 vidéos ensemble. Pourtant, c'est bien avec un clip pour Björk qu'il change la donne dans le clip mondial. En 1993, MTV diffuse ce curieux objet.
À cette époque-là, Björk, comme Michel Gondry, détonne dans l'industrie musicale. La chanteuse est une artiste presque inconnue qui débarque d'Islande avec son univers pour le moins exigeant. L'univers proposé par le réalisateur lui conviendrait parfaitement. L'alliance des deux semble évidente. Alors, elle venait à Paris pour faire une photo avec Mondino, qui est devenue la photo de l'album, du premier album de début. Et on a fait un déjeuner ensemble à côté de mon bureau. Et on a commencé à parler et on ne pouvait plus s'arrêter parce qu'en fin de compte, on aimait vraiment énormément de choses en commun. Donc, les idées ont fusé, c'est parti dans tous les sens. Elle voulait un ours blanc et moi, je voulais un loup. On voulait faire un truc un peu conte maléfique. Alors, on a coupé la poire en deux, on a fait un ours marron. J'ai un peu trouvé ma spécialité là, c'est-à-dire que j'avais un sac plein d'idées de Björk et de moi. Je l'ai renversé et j'ai organisé une histoire à partir de ça. La chanson n'est pas facile d'approche. Le clip, encore moins. On est loin des vidéos à gros budget fabriquées à la même époque, très léchées, mais moins folles que celle-ci. Par son originalité, ses effets visuels et sa mise en scène onirique, Human Behavior marque son temps, comme s'en souvient le producteur historique de Michel Gondry, Georges Berman. C'est un clip qui renverse complètement tous les codes du clip. Une performance d'artiste avec un univers autour qui colle bien à la chanson, une jolie image, un joli étalonnage. Avec Michel, on n'était pas là-dedans. Hein. Pour lui, ce qui était important, c'est que l'artiste soit privilégié et soit toujours mis le plus possible en valeur. Pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je fasse un autre truc aussi bien que Human Behavior pour pas qu'on reste collé sur ce clip. Une œuvre de Gondry, c'est une expérience visuelle et sensorielle unique. Dans ses travaux les plus marquants, on remarque des trouvailles visuelles, des concepts forts, des mouvements de caméra ou de simples idées qui impriment la rétine pour longtemps. On sait directement qu'on regarde une œuvre de Michel Gondry. D'abord, il y a un génie visuel très très particulier, très difficilement copiable, très 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 personnel. Et surtout, il y a le style de Michel qui fait qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que c'est vrai et quand est-ce que c'est pas vrai. Il y a toujours ce doute, ça contribue à mettre en tension les spectateurs qui regardent ça. On oublie que c'est du cinéma. C'est quelque chose qui intervient dans un univers qui est très codé, en fait, le clip, et où, justement, des références qui ne sont pas des références de comédie musicale ou de choses comme ça, surprennent. Résultat, on se l'arrache et lui décroche toutes sortes de prix. Côté musique, le voilà clipper pour les grands artistes des années 90 et 2000. Côté pub, il est sacré roi de la réclame avec certaines des publicités les plus connues de cette époque. Pas étonnant alors que Gondry passe côté cinéma où il ramène ses bonnes idées. Comme cette grosse main déjà au centre de ce clip des Foo Fighters. C'est pas une idée, c'est une expression de quelque chose que j'ai vécu. Je me réveillais quand j'avais 6-7 ans et j'avais cette impression que mes mains étaient énormes. Et c'est vrai que parfois j'ai des idées, je suis un petit peu réticent à les utiliser pour des clips parce que ça reflète des choses que j'ai envie d'exprimer dans des longs métrages, mais en même temps, c'est pas très bien d'économiser les idées. Parce que c'est pas se faire confiance pour en avoir d'autres. C'est un rêve qui raconte un rêve. Un rêve. Depuis qu'il a 6 ans, il a ces épisodes d'inversion à la réalité. Avec Gondry, aucune bonne idée n'est perdue. Quelques années après le clip des Foo Fighters, ses mains géantes se retrouvent au bout des bras de Gaël Garcia Bernal dans La Science des rêves, 3e film de Gondry. Son amour des boucles vu chez Daft Punk ou chez Kylie Minogue se remarque aussi dans cette scène marquante d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dans Be Kind Rewind, les films bricolés s'enchaînent comme autant de mini-clips. Aussi, y a-t-il vraiment une différence entre les films et les clips de Michel Gondry ? Dans les deux cas, mais surtout dans le film, il ne faut pas qu'on s'ennuie déjà. Et puis, il faut équilibrer ce qui est visuel et ce qui l'est moins pour pas faire un clip géant. C'est un peu comme le script du film.
On peut dire qu'il y a 3 actes aussi. Il y a une construction qui peut s'apparenter au film. Moi, la plupart de mes clips ont un début, un milieu et une fin. Et quand je monte mes clips et que les gens se retournent pour me parler et ne regardent pas pendant 10 secondes, ça me rend fou parce qu'ils ne vont pas comprendre la fin. Et il faut voir toutes les images pour que ça ait du sens. La majorité des grands clippers des années 90, de David Fincher à Mark Romanek ou Jonathan Glazer, ont confirmé leur talent de metteur en scène en passant au grand écran, pour ne revenir que très sporadiquement au clip. C'est pas du tout la même échelle. Et du coup, l'investissement aussi, c'est pas du tout le même. C'est lorsqu'on fait du long métrage, faire du clip, ça peut éventuellement être une récré ou une passion. Pour Michel, c'est une passion de faire des clips. Et il passe de l'un à l'autre extrêmement facilement. Mais c'est très rare, parce que ça nécessite des efforts exagérés par rapport à ce que ça représente. Gondry, lui, n'a jamais cessé de clipper. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. En plus de récentes collaborations avec M, Idols ou Julien Clerc, on l'a vu à nouveau travailler avec des compagnons de longue date comme Björk, les White Stripes ou les Chemical Brothers. Cette relation privilégiée que peuvent entretenir le clipper et le clippé, c'est peut-être ce qui fait revenir ce réalisateur à ses premières amours du clip. Il y a des artistes comme par exemple les White Stripes ou Beck qui me donnent carte blanche et qui préfèrent garder la surprise d'une certaine manière, et d'autres comme Björk qui ont plein d'idées dans la tête, mais c'est des idées qui sont super et qui m'éduquent. Quand Michel Gondry arrive sur la scène du clip mondial avec Human Behavior, il bénéficie de précurseurs qui ont su inventer une certaine patte française. Mais lui va plus loin. Les clips étaient vus sur des grands écrans, donc la qualité et l'impact des images étaient ce qui était mémorable. Donc par exemple, les clips, que ce soit Mondino ou que ce soit Stéphane Sednaoui par exemple, on les voyait, on se prenait une claque par la force et le détail des images, les contrastes, la composition. Et nous, avec SPAC, on était plutôt dans l'idée et on avait une manière de voir l'exécution comme étant juste au service de l'image. C'était plus narratif, il y avait plus d'humour. Ce qui fait que quand les écrans sont passés de ça à ça sur YouTube, qui est devenu la principale plateforme, eh ben nos clips, ils ont survécu parce que ils n'avaient pas besoin de cette force graphique. Mais notre style nous a permis de survivre à l'extinction des grandes images, comme les mammifères après les dinosaures. En se frayant un chemin hors des frontières de la France, Gondry a, comme ses prédécesseurs, participé à émanciper le clip français. Grâce à sa patte visuelle unique, capable de raconter une histoire sur 4 minutes comme sur 2 heures, il a fait sortir l'ingéniosité de ses vidéos musicales de son petit écran pour la faire éclater au cinéma. Cette créativité multicarte, encouragée par l'omniprésence du clip et d'une French touch musicale en pleine ébullition, a permis ensuite à d'autres jeunes créateurs hexagonaux de se démarquer, tout en pérennisant à leur manière cette touche française. Mais on vous raconte ça dans le prochain épisode. Quand je pense à Gondry, ce qui a caractérisé pour moi son œuvre, c'est ce côté « je le fais moi-même ». Et je retrouve une espèce de magie. Et c'est là où je crois que les Français sont forts. Une magie entre guillemets à la Méliès, c'est-à-dire avec des grosses ficelles finalement, mais c'est créatif, et du coup on oublie et on voit plus que l'œuvre d'art et il y a une magie qui se passe. À la fin des années 90, l'industrie musicale et celle du clip, ça ressemble à ça. Miami, South Beach. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine.
du gros budget et de la star devant ou derrière la caméra. Pourtant, à la même époque, en France, The Child, un petit clip du DJ Alex Gopher, réalisé par la jeune agence de pub H5, se révèle être une œuvre fondatrice. Cette vidéo va définir à la fois l'ambiance clipesque d'une French Touch en pleine ébullition. Elle va donner le ton de la publicité pour les 10 ans à venir. Et elle va même presque gagner un Oscar, puisque le clip de The Child préfigure le court-métrage multi-récompensé Logorama. Oh là là. Rien que ça, pour un clip entièrement réalisé à base de typographie. Bienvenue dans le clip français, la web-série de Télérama qui vous refait les histoires du vidéoclip Made in France. 1999. En France, comme son nom l'indique, la French Touch est en train de bouillir. Deux ans après une danse robotique dont on vous a déjà parlé, débarque une superbe trouvaille visuelle de 3 minutes et 5 secondes qui accompagne cette excitation musicale. The Child est une chanson signée Alex Gopher, producteur parisien à l'indéniable touche française. Son clip est réalisé par Antoine Bardou-Jacquet et Ludovic Houplin, amis et collaborateurs d'Alex Gopher, issus de l'agence de publicité parisienne H5 et petit génie du graphisme. Car ce qui démarque The Child des autres clips de son temps, c'est son concept malin, l'utilisation de la typographie. L'idée du clip, ça venait d'une pochette qu'on avait fait pour un autre artiste qui s'appelait Démon. Quand Alex nous avait demandé une idée pour un clip, on avait décliné cette idée. C'était assez nouveau comme principe, on ne voyait pas beaucoup d'animations, de typos et de choses comme ça. Les premiers projets réalisés par H5 préfigurent déjà ce clip. L'identité visuelle du label Solide, monté par Alex Gopher et Étienne de Crécy, est signée H5 et utilise de manière quasi systématique la typographie, comme à la grande époque du légendaire label de jazz Blue Note. La vidéo de The Child est le premier clip réalisé par H5. Il se sert de cette liberté offerte par la typographie et par ce format, le vidéoclip, qui permet de raconter une histoire visuelle et sonore. En fait, la musique, certes, c'est un clip, mais le sound design va ramener quelque chose qui va en faire une histoire, un truc immersif. Ouais, c'est vrai, plus une narration que juste un clip avec des gens qui bougent. Donc on avait trouvé le thème. Et avant de passer en 3D tout ça, on a fait un montage avec que des extraits de films qui se passent à New York, dont Die Hard 3, je me souviens. Il y avait des scènes qu'on reprenait directement de ce film-là et de plein d'autres films de poursuite. C'était un faisceau de coïncidences, c'est-à-dire que le titre de Billie Holiday s'appelle God Bless the Child. Them that's got shall have, them that's not shall lose. Et moi, je venais d'avoir mon premier fils à l'époque, j'étais tout jeune papa, et du coup, Antoine a juste trouvé cette idée très simple, mais d'une jeune femme qui va accoucher à l'hôpital, et donc qui est emmenée depuis chez elle jusqu'à l'hôpital à travers les rues de New York, le plus vite possible pour un accouchement en urgence. Le clip de The Child s'inscrit dans une volonté assumée de la French Touch, mettre sur un même plan musique et images. Quand on a commencé à faire les pochettes de disques, nous, d'abord, on ne savait pas faire de la photo, travailler avec des photographes, ça coûtait cher. On avait un Mac pour deux et on faisait... Vous avez coûté le prix d'une bagnole. Hein. Ouais, le truc, il doit avoir la puissance, je pense, d'une disquette maintenant. Et donc, on se le partageait. Et on a fait nos premières pochettes avec ce qui coûtait le moins cher, c'est-à-dire la typographie. On n'était peut-être pas hyper variété française en mode justement on va faire une photo et voilà ça sera fini. Nous je pense qu'on cherchait d'autres choses et même les artistes avec qui on bossait en général ils voulaient pas apparaître tous ces artistes. Ils voulaient, je pense qu'eux-mêmes voulaient se démarquer. La joyeuse émulation de la French Touch est marquée par des bidouillages électroniques, des pochettes graphiques et des clips visuellement forts qui reflètent ce désir d'anonymat commun à cette bande de potes qui naviguent à la fois dans la musique, le graphisme et la pub, jamais bien loin du clip, surtout ici.
Outre l'agence de pub H5, il y a par exemple Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau. Il se fait d'abord repérer en réalisant une réclame pour des jeans avant de réaliser ses propres vidéoclips et ceux des autres, comme Laurent Garnier, Sébastien Tellier, Métronomie ou Alex Goffer pour Party People. Une ambiance différente, mais la même idée que The Child, aucune trace du DJ à l'image. Ah si, juste ici. Pour ces jeunes créateurs, pubards et clippers, ce qui compte c'est l'idée et qu'elle serve. Tant mieux si les partis pris artistiques sont aussi des idées marketing en or. Et tant pis si la frontière ténue entre clip et publicité tombe. C'est un outil de promotion, le clip qui se développait en même temps que la télé. Il y avait des chaînes qui tout à coup étaient demandeuses. Il fallait mettre des artistes qui chantent et comme on ne pouvait pas faire que des plateaux avec des gens, puis surtout pour des DJ et des choses comme ça permet aux artistes d'envoyer plus que d'envoyer tout un univers. Et puis il y avait que 2 chaînes quand même qui diffusaient des clips. En gros, on allait avoir un clip dans une plage de clips et il fallait se différencier des autres. Je crois que c'est pour ça que les clips fascinent autant les gens de la pub. C'est parce que quand on fait de la pub, je peux le dire parce que je ne suis pas dans ce milieu, on a toujours un peu l'impression de vendre son âme au diable. On fait quelque chose pour vendre un produit. Dans les années 80-90, quand on fait un clip, l'idée c'est de faire une œuvre d'art, attention, c'est pas prétentieux ce que je dis, hein, mais un geste artistique. La publicité, en fait, s'empare dès qu'il y a un truc un peu créatif quelque part, ils mettent les doigts dessus pour le transformer. La publicité, elle te finance le temps que tu vas mettre derrière, parce que quand tu passes 6 mois à faire un clip en animation et que t'es payé que dalle, mine de rien, bon, t'as quand même besoin Et la pub te permet de dégager du temps. Niveau création artistique récupérée par la pub, Ludovic Couplin en connaît quelque chose aussi. Toujours à la tête de H5 aujourd'hui, le graphiste et réalisateur cumule les récompenses en tout genre venues couronner ses idées et leur recyclage. Quelques années après The Child, Ludovic Couplin, accompagné d'Hervé de Crécy, le frère d'eux, réalise Remind Me pour les DJ norvégiens Royskop. Le clip vaut au duo de réalisateurs un MTV Award et un contrat pour une publicité remarquée à destination d'un fournisseur d'énergie nucléaire dont on taira le nom. En 2003, H5 réalise ce clip pour les Anglais de Goldfrapp. Le concept de train fantôme sera repris plus tard dans une publicité pour une grande marque de voitures allemande. En 2009, Ludovic Couplin et Hervé de Crécy, en compagnie de François Allot, réalisent Logorama. Ce n'est pas étonnant d'y voir une idée recyclée et quelques similarités entre ce court-métrage et The Child, leur travail fondateur qui imaginait 10 ans plus tôt une ville en typographie. Avec une couche en plus, un message politique à peine subtil. I just want to start. Avant d'être Logorama, ça devait être un clip en fait. Et ça devait être un clip pour George Harrison. Au départ, c'est lui qui a dit « Moi, je travaille sur l'écologie. » Et donc au final, quand il a été écrit, c'était l'idée de la nature qui se rebelle contre la société de consommation, et c'était un cyclone à la Nouvelle-Orléans. Et sauf qu'en fait, George Harrison est mort, et la maison de disques a dit on va essayer de le faire quand même, parce que l'album est là et tout, et ils nous ont dit par contre, il faudrait mettre que des faux logos. Et on leur a dit non, ça n'a plus aucun sens. C'était mort en fait. Le succès de Logorama signifierait-il que c'est finalement The Child qui a remporté un prix à Cannes, un Oscar et un César ? C'est une école, on a des potes qui sont hyper créatifs, on a envie de s'éclater ensemble, on va le faire ensemble. Et c'est là où je crois que les Français sont forts, une magie entre guillemets à la Méliès, c'est-à-dire avec des grosses ficelles finalement, c'est créatif,
Et du coup, on oublie et on voit plus que l'œuvre d'art et une magie. On n'a évidemment encore jamais vu un vidéoclip musical remporter une prestigieuse récompense de cinéma. Mais il est indéniable que si Logorama a marqué l'animation et le graphisme français, The Child a marqué l'histoire du clip hexagonal et a défini une patte audiovisuelle qui a dépassé le cadre clipesque. Ces jeunes créatifs malins se sont fait une place à coups d'idées nouvelles pour des artistes nouveaux avec des moyens nouveaux. Sans s'embarrasser des frontières entre le clip, la pub ou le cinéma, en profitant d'une ébullition musicale qui impose encore la France au premier rang mondial de la créativité. Les années 2000, l'arrivée d'Internet et de moyens nouveaux de production viennent perturber l'industrie musicale, sans pour autant mettre à mal cette création débridée. Voilà de jeunes artistes débrouillards prêts à renouveler l'imaginaire du clip français, toujours sur le toit du monde. Mais on vous réserve ça pour le prochain épisode. Si tu as fait un bon clip, tu as imprimé dans la tête des gens 3-4 images. Ces images vont influencer pendant les années à venir la réclame, les films et l'imagerie générale. L'impact peut être énorme. La France, c'est l'autre pays du rap. Ouais, gros. 5h du match, j'ai des frites. Non, pas celui-ci, le sérieux. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. Laisse pas traîner ton fils, Ok. La France, on l'a assez répété ici, c'est aussi l'autre pays du clip. Alors, évidemment, quand on mélange les deux, ça donne des choses intéressantes. Dans les années 2000, quand le marché du disque bascule, l'arrivée d'Internet, de caméras vidéo bon marché et de jeunes artistes déchaînés donnent une impulsion au clip de rap en France. Pour les calouches, les harbouches, les manouches en garlouche. Un mélange bienvenu de démocratisation des outils de production et de diffusion qui fait décoller le clip de rap du bitume des cités populaires pour atterrir au sommet de la Tour Eiffel, si ce n'est pas au-delà. Bienvenue dans le Clip Français, la web-série de Télérama qui vous refait les histoires du vidéoclip à la française. Le 22 mars 2019, des centaines de milliers de fans de PNL suivent la sortie, en direct, du clip de la chanson ODD. La caméra navigue au milieu des nuages pour atterrir sur la Tour Eiffel, où attendent Nos et Ademo. Le symbole que les deux frères de PNL sont au sommet du rap français. Ils dominent aussi le milieu du clip, cumulant plusieurs millions de vues sur chacune de leurs vidéos. Dans leur entreprise bien rodée, les deux frères se la jouent QLF, que la famille, en s'entourant de proches dont le réalisateur Sofiane Afroun, alias Kameramea, un nom qui revient sur une bonne vingtaine de leurs clips les plus connus et les plus globetrotters. En fait, au début, vu que la musique était différente, on a vraiment, et on l'a toujours fait ensemble, on a vraiment essayé de ramener une image différente, de ramener quelque chose de différent, quelque chose qui ne s'était pas vu. Et ça s'est fait naturellement par les paysages, parce que amoureux de la nature, parce que c'est super beau. Et ça s'est fait tout bêtement comme ça. Le clip apothéose d'ODD a été tourné par le duo PNL lui-même. Mais Kameramea, fort de ses productions réalisées avec les deux frères, a entièrement participé à construire ce discours visuel de PNL. Les images sont au-dessus de la mêlée. C'est peut-être mon dernier refrain, peut-être ma dernière putain, peut-être mon dernier sourire de toi, dans mon gars. Les sujets de leurs chansons, eux, restent en revanche terre à terre. Justement, il y a un lien, c'est de transvaser, de transposer la rue, mais ailleurs. Parce qu'on n'est pas obligé c'est pas parce qu'on vient de la rue qu'on est obligé de filmer en bas de son bâtiment. Voilà. Donc ça peut très bien parler ailleurs aussi. Et c'est toujours une manière de raconter la rue, de raconter un quotidien, mais autrement et de la plus belle façon possible. Du sommet de la Tour Eiffel aux plaines de Namibie, des paysages d'Islande aux cités napolitaines, du Grand Canyon à Miami ou à l'Afrique du Sud, PNL ne raconte finalement que sa vie, celle au milieu des immeubles des Tarterets, d'où est originaire le duo. Mes rêves ne me font plus bander. C'est justement sur ce genre de plaque de béton que s'est construit le rap français. Mais pas forcément ses clips. Quand le hip-hop explose commercialement à la deuxième moitié des années 90, la vidéo de rap, d'abord réservée à quelques gros vendeurs, se fait clinquante, bien produite. Parfois un peu copiée sur ses homologues américains.
Parfois, le clip de rap français est plutôt bien servi. Michel Gondry filme IAM, Stéphane Sennaoui clip MC Solar, Mondino sublime NTM. Et parfois, le clip de rap français, eh bien, ça ressemble aussi à ça. Mais les années 2000 laissent place à une conjoncture morose pour l'industrie du disque qui oblige à une certaine débrouillardise. Les caméras numériques DV, pas chères et faciles à utiliser, se répandent tandis qu'Internet permet de devenir son propre diffuseur. Ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film dont ton quartier serait le décor. Le meilleur exemple de ce clip de rap qui reprend la rue sort en 2003. Pour ceux de la Mafia qu'un Free, réalisé par le collectif Courtrajmé, bouleverse instantanément les choses. Pour moi, c'est gros classique, parce que c'est gros classique de la rue. C'est la débrouille, on a envie de faire un clip, on y va, on a une caméra, on se filme au quartier, c'est parti. Je pense que ce clip-là a donné envie à beaucoup de gens, dans beaucoup de quartiers, de faire des clips, de se filmer avec leurs potes, avec leur équipe, dans leur quartier. Chez nous, on parle de classique. Et effectivement, pour ceux, c'est un classique absolu. Il imprègne une époque. Il imprègne des visages, des styles vestimentaires, des décors, une lumière si spécifique. Pour ceux, c'était une corrélation entre la technique où d'un coup, les DV, c'était un peu accessible à tout le monde, le montage, pareil, et qu'on pouvait faire un clip où eux ramènent 400 personnes et on capture le moment. Ça a défini une espèce de norme dans les années à venir sur ce que peut être un clip de rap fait maison, en gros. La Mafia qu'un Free, collectif de rappeurs du Val-de-Marne, laisse entrevoir ce qu'est la réalité du rap en France. Pour ceux, est un manifeste. 6 minutes d'énergie pure capturées par Courtrajmé, dont Romain Gavras et Kim Chapiron, ce sont eux-là, font partie. Un street clip filmé dans les rues de Vitry-sur-Seine qui réunit face à leur mini-caméra les rappeurs de la Mafia qu'un Free, mais surtout les habitants de leur cité. Tous les rappeurs, que ce soit Rimka, Rof, tout ça, ils crèvent tous l'écran à l'image. Et l'énergie qu'eux ont ramenée en passant 3 coups de fil, ils ramènent 500 personnes. Donc forcément, toi t'es là, t'as 20 ans, une caméra DV, juste essaie de pas niquer le moment de grâce qu'ils sont en train de t'offrir. Avec pour ceux, le collectif Courtrajmé impose une patte visuelle, presque politique. Le clip de Gavras et Chapiron crée aussi une nouvelle esthétique qui va longtemps marquer le clip de rap en France et même le monde entier. La première fois que j'ai rencontré Jay-Z, où après on a commencé à avoir une vraie relation, j'ai fait un clip pour eux et tout ça, il me dit « Ouais, tu viens de France et tout ça, il y a ce clip qui est dingue, que j'avais vu à l'époque et tout ça. » Et genre, il me montre sur YouTube, il me montre pour ceux. Je dis « Mais mec, c'est nous qui l'avons fait. » Il me dit « Mais mec, tu te rends pas compte, à l'époque, on devenait fou sur ce clip. » Pour ceux, pour le coup, nous, il y avait très peu de mise en scène. C'est-à-dire qu'on filmait ce qu'il y avait. Et ce qu'il y avait, après, a influencé le reste de certaines cités de province, j'imagine, et tout ça. Et donc, en fait, c'est une espèce de dialogue comme ça, mais qui t'échappe complètement, en fait. Ça a engendré 400 clips qui font un peu la même chose, parce que forcément, c'était l'avènement des DV, donc on pouvait faire ça, les gens pouvaient faire ça tout seuls. Filmer la rue n'est pas encore devenu un cliché. Et c'est même à partir de là que rap et clip deviennent indissociables. Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Le rap se nourrit et arrive à se déployer de manière encore plus puissante grâce à l'image, c'est indéniable. Leïla Si a tourné une 40aine de clips pour Kerry James, avec qui elle a aussi réalisé le film Banlieusard. À travers sa clipographie, la cinéaste et photographe a accompagné le rappeur dans une prolifique carrière à la fois artistique et politique. Le clip participe à partager notre culture, à partager aussi des visages, des univers, des attitudes, des styles vestimentaires qu'on ne voyait malheureusement pas beaucoup ailleurs. Jusqu'ici, si on avait envie de voir des visages, je ne sais pas comment le dire différemment, mais des individualités, des tempéraments peut-être un peu plus bruts, il fallait quand même effectivement aller cliquer ou tout du moins zapper sur des clips de rap. Le clip, pour moi, participe bien évidemment à l'histoire sociale française. C'est un témoignage qui restera, je l'espère,
pour les générations futures et qui racontera l'histoire de notre pays et cette difficile relation qu'entretiennent la France et ses enfants. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Les images de Leila C montrent à nouveau l'importance de la relation entre le clipper et le clippé. Peut-être même encore plus dans ce genre. Dans le rap, certains réalisateurs collent au basque d'artistes, contribuant à leur construire une image. Chris Macari pour Booba, Kamehameha pour PNL, Ousmane Lee et Adrien Lagier, Greg Elio et surtout David Tomaszewski pour Orelsan, Leila C pour Kerry James donc. Un clip pour moi, c'est une manière d'accompagner la création de l'artiste, de lui donner corps de manière différente grâce à l'image en fait, tout simplement. C'est un exercice qui est très singulier. Je pense que même dans les métiers de l'image, il n'existe pas d'autres pratiques similaires. Un bon clip, c'est aussi une discussion, c'est aussi une vraie relation. La facilité qu'il y a à tourner des clips et à les diffuser inspire tout le milieu de la vidéo. Ces innovations narratives et techniques irriguent le clip français. Dans les années 2010, il se passe d'ailleurs exactement ce qu'il s'est passé dans les années 2000. Les appareils photo qui permettent un rendu cinématographique remplacent les DV. Puis les téléphones portables arrivent. Les drones s'invitent ensuite dans la danse. Et YouTube devient définitivement la plateforme de diffusion des clips professionnels comme amateurs. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Ces nouveaux instruments permettent de raconter de nouvelles histoires, soit proche de sa banlieue, d'une grande ville ou même d'une petite cité provinciale, soit avec plus de hauteur et de technique pour asseoir son talent, son succès ou sa démesure. Mais l'important reste le discours. Je pense qu'il faut vraiment revenir à la base, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec cet outil. Oui, le clip a énormément évolué du fait justement de cette démocratisation des outils de création, cette espèce d'enfance, de crise d'adolescence est en train de passer, puisqu'il s'agit maintenant de réussir à faire la différence entre un clip où on raconte rien, on fait juste de l'image, et un clip où justement on va réussir à passer un message. Si tu as fait un bon clip, tu as imprimé dans la tête des gens 3-4 images. Ces images vont influencer pendant les années à venir la réclame, les films et l'imagerie générale. L'impact peut être énorme. En 20 ans, le rap est devenu le genre musical le plus écouté de France. Normal donc que les clips qui accompagnent les tubes voient aussi leur compteur de vues monter. À travers la débrouille de la rue, grâce à de nouvelles méthodes de production, des innovations dans la manière de tourner, les clippers et les clippés du rap ont largement contribué à pérenniser le rayonnement mondial du clip français.